Passons maintenant aux éléments verticaux du bois, et les éléments les plus importants dans ces éléments verticaux sont les éléments de vaisseau. Ces éléments de vaisseau, vous les observez ici dans un plan longitudinal, et vous voyez un certain nombre de détails que nous allons décrire dans les minutes qui suivent. Donc les perforations, mais aussi les ponctuations, et également différentes ornementations qu'on peut observer sur les parois. Les éléments de vaisseau présentent une très grande variabilité, à la fois à l'échelle interspécifique, mais également à l'échelle intraspécifique, même à l'échelle intracerne, puisque on vient de voir qu'il existe des espèces qui possèdent des gros vaisseaux dans le bois initial et des petits vaisseaux dans le bois final. Les premiers caractères auxquels on va s'intéresser concernant les vaisseaux, ce sont des caractères liés à la distribution des vaisseaux dans le bois, mais plus précisément à l'intérieur d'un cerne. Donc le premier caractère, c'est le caractère bois à zone poreuse que vous retrouvez ici chez le robinier. C'est un caractère qui décrit un bois dans lequel on a des très gros vaisseaux dans le bois initial et des tout petits vaisseaux dans le bois final. Vous avez un changement de taille de vaisseau qui est en général abrupt et très important. Donc on a des variations de l'ordre de 10 entre les vaisseaux du bois initial et les vaisseaux du bois final, et souvent un changement abrupt de taille de vaisseau. Donc ça, ce sont les espèces à zone poreuse. Ensuite, on a des espèces qui sont dites à zone semi-poreuse. C'est ce qu'on rencontre notamment chez le merisier. Dans ce cas-là, vous avez une variation de la taille des vaisseaux tout au long du cerne, mais cette variation est relativement faible comparativement au premier groupe. C'est une variation de 2 ou de 3. Et surtout, la variation va être graduelle tout au long du cerne. Enfin, on observe une troisième modalité, ce sont les bois à port diffus. Dans ce cas-là, on n'observe pas ou quasiment pas de variation de la taille des vaisseaux tout au long du cerne. Voici quelques images pour illustrer ces caractères. Donc ici, vous avez le caractère bois à zone poreuse présent chez un certain nombre d'espèces que nous connaissons très bien, le chêne, l'orme, le frêne ou le robinier. Dans chaque cas, vous avez des limites de cerne, donc entre le cerne de l'année précédente et le cerne N, et vous voyez une très grande diversité de tailles de vaisseaux, une grande variation de taille de vaisseaux entre les vaisseaux du bois initial et les vaisseaux du bois final. Chez le chêne, chez l'orme également, ici les vaisseaux du bois initial, très gros, et les vaisseaux du bois final de l'année d'avant, très petits. Ici, vous avez une limite de cerne ici, avec en bas les vaisseaux du bois initial et en haut les vaisseaux du bois final. Donc avec une très grande variation de taille encore. Et là, chez le robinier, c'est pareil. Des très gros vaisseaux dans le bois initial, la limite de cerne est ici, et de l'autre côté de la limite de cerne, des vaisseaux de plus petite taille. On retrouve de nouveau ce caractère bois zone poreuse illustré dans ces deux coupes de frêne. Ici, le caractère est facile à coder. Le cerne est bien développé, c'est un arbre à croissance rapide, donc avec dans le bois initial des très gros vaisseaux et dans le bois final des tout petits vaisseaux. Ici, sur cet individu, la croissance est très lente, donc on a du bois initial bien développé, mais le bois final est plutôt réduit. Mais il s'agit toujours d'un arbre qui présente une zone poreuse.
le caractère bois à zone semi-poreuse, ici, illustré chez un merisier, où on voit donc une limite de cerne avec du côté bois initial des vaisseaux de taille moyenne, et cette taille va graduellement décroître tout au long du cerne jusqu'à se retrouver relativement petite à proximité du cerne de croissance. De l'autre côté, vous avez une image de hêtre qui est parfois classée dans les bois à zone semi-poreuse, parfois dans les bois à port diffus. Sur cette image ici, néanmoins, on voit que cet individu-là, particulièrement, forme des bois, des vaisseaux qui sont moyens au niveau de la limite de cerne, donc dans le bois initial, et que cette taille de vaisseau va décroître assez graduellement tout au long du cerne, ce qui justifie que je vous la montre dans cette diapositive consacrée aux zones semi-poreuses. Le caractère bois à port diffus maintenant, observé chez un peuplier ou un érable, chez lesquels nous n'observons quasiment aucune variation de la taille des vaisseaux tout au long du cerne. Ce caractère peut être notamment retrouvé chez d'autres espèces, donc certains individus de hêtre, également le bouleau, également le poirier et d'autres espèces. Un autre caractère qu'on va observer, c'est la disposition des vaisseaux. Alors, les vaisseaux peuvent être en bandes tangentielles. Donc, les bandes tangentielles, ce sont des bandes qui sont parallèles aux limites de cerne, comme vous observez ici chez l'orme. D'ailleurs, cette distribution de vaisseaux, traditionnellement, est nommée ulmiforme. Donc, on observe des bandes tangentielles plutôt dans le bois final, chez l'orme, mais ça peut être également chez le bois initial dans d'autres espèces. Donc vous observez ces bandes tangentielles. C'est le caractère bande tangentielle ou ulmiforme. On observe également des vaisseaux qui vont avoir un pattern radial. Donc ils vont former des lignes radiales donc, qui sont parallèles aux rayons ou perpendiculaires aux limites de cerne. Donc c'est ce caractère-là, arrangement diagonal ou radial, que vous voyez sur ce calophyllum. Enfin, on décrit également une répartition qui s'appelle dendritique, qui est typique du chêne ou du châtaignier. Dendritique, c'est donc une orientation des vaisseaux dans le sens plutôt radial, mais ça va former des sortes de flammes qui ondulent tout au long du cerne. Donc, répartition dendritique en flammes. Chez un certain nombre d'espèces, on note une disposition intermédiaire, voire pas de disposition particulière des vaisseaux. C'est le cas sur ces deux images de frêne. Sur ces deux images, on note une distribution semi-poreuse des vaisseaux et une disposition tangentielle des vaisseaux. Ici, vous n'avez pas de variation de taille de vaisseau tout au long du cerne, donc c'est un bois à port diffus, mais la distribution va se faire dans des sortes de vagues, donc on a une distribution dendritique en flamme. Ici, vous avez des gros vaisseaux dans le bois initial, des petits vaisseaux dans le bois final, donc c'est un bois à zone poreuse, et on retrouve le même type de distribution des vaisseaux qui est en flamme, une distribution dendritique. Chez cette espèce-là, on observe des cernes marquées, avec la présence de très gros vaisseaux dans le bois initial et de petits vaisseaux dans le bois final. Donc une espèce à zone poreuse et une distribution en ligne tangentielle, en bande tangentielle. Ici, on ne voit pas de cernes marquées. La distribution des vaisseaux en termes de taille de vaisseau est constante. Donc une espèce à port diffus, mais des vaisseaux qui sont clairement agencés sur des bandes tangentielles.
sur ces deux images ici de Calophyllum et de Lithocarpus, on observe aucune variation ou quasiment aucune variation de taille de vaisseau, donc deux espèces à port diffus, mais deux espèces qui présentent des espèces de vagues d'agencement de vaisseaux, donc ces fameuses flammes, cet arrangement dendritique des vaisseaux. Ici, chez cet Amyris, vous observez des bandes radiales de vaisseaux très très marquées, mais aucune ou quasiment aucune variation de taille de vaisseau tout au long du cerne, donc des espèces à port diffus. Pour ces deux individus, une limite de cerne marquée, avec peu de variations de taille de vaisseau tout au long du cerne, donc des bois à port diffus, sans arrangement particulier des vaisseaux. Ce qu'on note néanmoins chez ces deux espèces, c'est la présence de vaisseaux qu'on appelle anguleux, qui présentent des angles qui ne sont pas tout à fait arrondis ou ovales. Donc c'est un caractère qu'il faut décrire s'il est présent. Vaisseau anguleux. Pour ces deux espèces ici, avec des cernes marquées, on observe dans les deux cas une zone poreuse importante, donc des gros vaisseaux dans le bois initial. Ce sont deux espèces à zone poreuse. Ensuite, l'arrangement des vaisseaux du bois final, ici pour cette espèce de phélodendron, est un petit peu intermédiaire entre les bandes tangentielles et la répartition dendritique. Et là, elle est clairement dendritique, donc en flamme. Chez ces deux individus, on observe des limites de cerne bien marquées. Chez le Paulownia, on observe des gros vaisseaux dans le bois initial et des petits vaisseaux dans le bois final. Et entre les deux, on a une variation graduelle de la taille des vaisseaux. Donc ce serait probablement décrit comme une espèce à zone semi-poreuse. C'est le cas également de cette espèce-là, où on observe des vaisseaux de taille moyenne dans le bois initial et une variation du diamètre des vaisseaux tout au long du cerne. Chez toutes ces espèces-là, les cernes sont plus ou moins marqués ici et ici, moins marqués dans ces deux images-là, et on observe toujours pas de différence flagrante dans la taille des vaisseaux tout au long du bois. Ce sont des bois à port diffus. Il n'y a pas d'arrangement particulier des vaisseaux, donc sans arrangement particulier. Ici, différentes images de hêtre qui peut être considérée comme une espèce qui présente une zone semi-poreuse ou parfois qui est considérée comme à port diffus. Il n'y a pas d'arrangement particulier des vaisseaux. Un autre caractère lié à la distribution, c'est la présence de vaisseaux qui sont exclusivement solitaires. Alors exclusivement ou presque, puisque c'est 90% des vaisseaux qui sont complètement entourés par d'autres éléments que des éléments de vaisseau. Donc ils sont seuls, entourés de fibres ou de cellules de rayons. Ils peuvent être peu denses, comme c'est le cas ici, donc assez espacés, ou au contraire très denses, mais même dans ce bois où les vaisseaux sont très denses, on voit qu'ils sont isolés, ils sont entourés à chaque fois de fibres ou de rayons. Les vaisseaux peuvent être également groupés. Dans ce cas-là, on ne considère, en tout cas le Yawa ne considère que des groupes radiaux qui sont supérieurs à 4 ou plus. Donc ici, vous observez des très jolis groupes radiaux chez cette espèce-là, on n'a pas de doute. Ici également, ou là, chez ce Diospyros, vous avez ces groupes radiaux par 4 ou plus. Chez cette espèce également, vous observez des groupes de plus de 4 vaisseaux groupés radialement. Ici aussi, on va
trouver des groupes de plus de 4 vaisseaux groupés radialement. Un autre type de regroupement des vaisseaux, ce sont des regroupements en cluster. Donc il n'y a pas de bande radiale ou tangentielle, mais des sortes d'amas de vaisseaux, comme vous les observez chez ce Gymnocladus ou chez le robinier, ici. Maintenant, un caractère quantitatif, c'est le diamètre tangentiel des vaisseaux. On ne mesure quasiment jamais le diamètre radial des vaisseaux. On s'intéresse au diamètre tangentiel. Et vous pouvez observer des vaisseaux de petit diamètre, en dessous de 50 micromètres, des vaisseaux moyens de 50 à 100 micromètres, des vaisseaux grands de 100 à 200 micromètres, voire très grands, au-dessus de 200 micromètres. À chaque fois, on va faire une moyenne, une taille moyenne des vaisseaux en mesurant à minima 30 vaisseaux. Pour les espèces qui présentent une grande distribution de la taille des vaisseaux, il est bon de donner la taille moyenne des vaisseaux initiales et la taille moyenne des vaisseaux de bois final. Voici quelques images pour illustrer ce caractère. Chaque photo présente la même échelle. Donc là, vous avez un bois avec des petits vaisseaux. Ici, un bois avec des vaisseaux moyens, un bois avec des vaisseaux larges et un bois avec des vaisseaux très larges. Un autre caractère quantitatif, c'est la densité des vaisseaux, donc le nombre de vaisseaux au millimètre carré. Vous avez des espèces qui présentent une densité faible, une densité moyenne, une densité un peu plus importante, jusqu'à une densité extrêmement forte. La procédure à suivre, en général, on va prendre une photo d'une coupe transversale et on va compter l'ensemble des éléments de vaisseau présents sur cette photo et on va compter sur deux bords les éléments qui sont coupés. Donc sur ce bord-là, par exemple, et ce bord-là, on compte les éléments coupés, mais on ne les comptera pas sur les deux autres bords, ici et ici. Donc on compte le nombre des éléments et on rapporte à la surface qui a été comptée. Il faut veiller à prendre une surface qui est suffisamment grande pour intégrer la variabilité intra-individuelle. On peut maintenant s'intéresser vraiment à l'élément de vaisseau et aux caractéristiques de l'élément de vaisseau et non plus à sa distribution. La première caractéristique qu'on va observer, c'est le type de perforation. Les éléments de vaisseau, ce sont donc les éléments qui sont impliqués majoritairement dans la conduction de la sève brute. Et les éléments de vaisseau sont positionnés les uns sur les autres et forment ce qu'on appelle des vaisseaux. Sur leurs parois hautes et basses, il va y avoir ce qu'on appelle une perforation, que vous observez ici, ici, là ou là. C'est-à-dire que c'est un trou plus ou moins complet entre deux éléments de vaisseau qui sont empilés l'un sur l'autre. Et c'est ce trou, cette perforation donc, qui va laisser passer le flux de sève. Les perforations sont sur la paroi haute et basse du vaisseau, mais cette paroi est légèrement oblique. Et donc, elle est visible dans les plans longitudinaux et particulièrement le plan longitudinal radial. Donc, ce caractère est observé sur la section radiale. Ici, vous observez le caractère perforation simple, c'est-à-dire que c'est une interruption totale de la paroi terminale du vaisseau. Il n'y a pas de lambeau de paroi, c'est vraiment un trou. Ici, vous observez l'autre caractère associé qui est la présence de perforation scalariforme. Dans ce cas-là, vous allez avoir une perforation qui est interrompue par des restes de parois qu'on appelle des barres de perforation. Le nombre de barres de perforation peut
énormément varier d'une espèce à l'autre. Mais ici, donc, tous les individus que vous observez là, on présente tous des perforations qu'on appelle scalariformes, en barreaux d'échelle. Vous retrouvez ici des individus présentant des perforations scalariformes et vous observez que le nombre de barreaux, le nombre de barres de la perforation varie grandement entre cet individu-là, ce noisetier, et cet individu ici. Et donc, l'Iowa a défini un nouveau caractère quantitatif qui est le nombre de barres par perforation. Un faible nombre jusqu'à un fort nombre. Quelques images encore pour illustrer ces deux caractères. Ici, une perforation simple. Ici, une perforation scalariforme. Donc là, c'est dans le plan radial, c'est de coupe. Ici, vous avez une vue tangentielle où on peut distinguer parfois la perforation qu'on voit finalement en coupe. Alors quand il s'agit de perforation scalariforme, on va voir plein de petits points qui correspondent à chacune des barres de la perforation. Il existe quelques autres modalités de perforation, comme les perforations réticulées ici en réseau, ou les perforations foraminées ici, qu'on va également retrouver chez les gnetophytes, dont on parlera plus tard, et des perforations anamostosées, ici et ici. Mais toutes ces modalités sont relativement rares. La sève circule de façon verticale via les perforations, mais on a un peu de conduction de façon horizontale via des structures particulières qu'on appelle les ponctuations. Ces ponctuations, nous les avons décrites chez les bois homoxylés, sont des ponctuations aréolées, et donc elles sont également présentes au niveau des éléments de vaisseau sur la paroi latérale, sur les parois latérales des éléments de vaisseau. Chez les bois hétéroxylés, on va observer des ponctuations sur l'ensemble des parois latérales. Donc on peut voir ces ponctuations, que ce soit en vue tangentielle ou en vue radiale. Ces ponctuations peuvent avoir une forme et un arrangement particulier. Ici, vous voyez des ponctuations qui ont une forme allongée et qui sont superposées les unes aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle des ponctuations scalariformes, à ne pas confondre avec les perforations scalariformes. Donc là, on parle bien de la paroi latérale du vaisseau. Donc, une espèce peut avoir des perforations scalariformes et des ponctuations scalariformes. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de différencier les deux éléments. C'est néanmoins un caractère qui est plutôt rare, les ponctuations scalariformes. Ici, vous observez des ponctuations qui sont opposées, c'est-à-dire que ce sont des ponctuations qui vont être présentes sur des lignes horizontales. Ce sont des ponctuations qui ont une tendance à être légèrement écrasées dans ce plan horizontal. Un autre type de ponctuation très très fréquente, c'est la présence de ponctuations alternes. Dans ce cas-là, dans de nombreux cas, les ponctuations sont contiguës, donc légèrement polygonales, et elles sont donc distribuées en quinconces. La ponctuation alterne. Les ponctuations peuvent être également ce qu'on appelle ornées, chez un certain nombre de familles, chez les combretacées, les rubiacées, les apocinacées ou les fabacées. Une ponctuation ornée, voilà à quoi ça ressemble sur un schéma. Vous avez en fait la paroi secondaire qui va émettre des digitations qui se dirigent vers la paroi primaire et la lamelle moyenne. Et ces espèces de digitations vont un petit peu rigidifier cette partie centrale de la ponctuation. Et on pense que ça apporte des avantages dans des milieux qui peuvent être secs.
et où on peut avoir des forts risques d'embolie. Alors ces digitations, là, sur ce schéma, elles sont clairement visibles. Sur des images, de vraies images, c'est un petit peu plus compliqué. On les voit assez bien au MEB, et notamment par exemple sur cette image-là, où vous voyez des petites choses au travers du trou de la ponctuation. Ce sont ces fameuses petites digitations. Sur une vue en microscopie optique, à très fort grossissement, on arrive à distinguer des sortes de dents au niveau du lumen de la ponctuation. Mais c'est quand même très compliqué à observer en microscopie optique. Quelques images pour illustrer ces différents caractères. Ici, chez le Magnolia, on observe des ponctuations en barreaux d'échelle, donc des ponctuations scalariformes. Ici, chez l'érable, on observe des ponctuations qui sont assez polygonales, qui sont contiguës et donc qui sont alternes. Chez l'ensemble des espèces que vous observez ici, on observe des ponctuations en barreaux d'échelle, donc des ponctuations scalariformes. Ici, chez ces deux individus, les ponctuations sont polygonales, contiguës et disposées en quinconce. Ce sont des ponctuations alternes. Ici, vous observez des ponctuations un petit peu écrasées dans le plan horizontal et donc qui sont réparties sur des lignes horizontales. Ce sont des ponctuations opposées. Ici, on observe des ponctuations en barreaux d'échelle, scalariformes, et ici, un petit peu une disposition intermédiaire entre des ponctuations scalariformes, très allongées en barres, comme ça, et des ponctuations opposées sur des lignes horizontales. Donc c'est un peu une espèce de transition entre ces deux caractères-là. Un autre caractère visible sur les éléments de vaisseau, ce sont la présence d'épaississements spiralés. Donc ces épaississements spiralés, ce sont les microfibrilles de la couche S3 qui sont répartis en cordons, ou une couche supplémentaire qui vient s'ajouter par-dessus la couche S3. C'est un phénomène courant chez les feuillus, beaucoup plus courant que chez les bois homoxylés. Dans nos milieux tempérés, on observe ce phénomène chez les ormes, le tilleul, les érables, le robinier, le charme, le poirier ou le merisier. Et vous observez donc ces épaississements spiralés sur ces coupes longitudinales. Donc on peut le voir en coupe longitudinale tangentielle, ici, mais également en coupe radiale. D'autres images de ces épaississements spiralés, ici ou là. Ces épaississements spiralés peuvent être présents chez l'ensemble des vaisseaux d'une espèce ou, au contraire, présents uniquement sur les vaisseaux de plus faible diamètre. Ici, par exemple, vous avez les gros vaisseaux qui ne présentent pas d'épaississement spiralé et les petits vaisseaux qui présentent au contraire des épaississements spiralés. On parlera des fibres un tout petit peu plus tard, mais sachez que les fibres peuvent également présenter des épaississements spiralés. C'est le cas chez le hou notamment. Vous voyez ces fibres ici qui présentent des épaississements spiralés. Alors ces fibres sont des fibres trachéides. On en reparlera tout à l'heure. Un autre caractère visible sur les vaisseaux, c'est la présence de tylose. La tylose, c'est un phénomène qui intervient quand la pression sur la paroi des vaisseaux va s'estomper et va même disparaître. Il faut imaginer quand la sève est conduite à l'intérieur d'un vaisseau, donc c'est une colonne d'eau, et cette colonne d'eau va exercer une pression assez importante sur la paroi. Quand le bois devient non fonctionnel, quand la conduction cesse, il n'y a plus de colonne d'eau à l'intérieur du vaisseau et il n'y a plus de pression qui s'exerce sur la paroi. Or, autour des vaisseaux, on a souvent, on va le voir tout à l'heure, du parenchyme.
Le parenchyme possède des cellules qui sont avec une paroi beaucoup plus flexible, beaucoup plus malléable que les autres types cellulaires du bois. Et cette paroi peut parfois s'invaginer à l'intérieur des vaisseaux. C'est-à-dire, vous avez du parenchyme autour d'un vaisseau, la pression cesse de s'exercer à l'intérieur du vaisseau, et les cellules de parenchyme qui sont autour du vaisseau vont se dévaginer à l'intérieur du vaisseau et vont former ce qu'on appelle la thylose. Vous en observez ici. En fait, la thylose, c'est un vaisseau qui est complètement obstrué par des espèces de bulles de parenchyme qui sont liées aux cellules qui se trouvent tout autour du vaisseau. Et ces cellules de parenchyme vont se dévaginer via les ponctuations. Donc la thylose, elle est composée de thyles, chaque espèce de bulle, ça s'appelle un thyle. Cette thylose, elle est particulièrement intéressante et importante pour l'usage des bois, puisque en fait, elle va obstruer les vaisseaux du bois, et donc elle va rendre le bois plus durable. Notamment, il va pouvoir, ça va boucher les portes d'accès à l'intérieur du bois pour les micro-organismes, pour les champignons. Ça bouche également ces espèces de tuyaux que forment les vaisseaux. Et ça va être intéressant notamment pour la fabrication d'objets comme les tonneaux. Donc, l'essence traditionnellement utilisée pour la fabrication des tonneaux, c'est le chêne. Et le chêne est très riche en thylose. Ici, d'autres images de la thylose en plan transversal où on voit justement la dévagination des cellules de parenchyme à l'intérieur du vaisseau, donc en plan transversal ou en plan longitudinal. Donc ce sont parfois les cellules de parenchyme des rayons, mais ça peut être aussi du parenchyme axial qui va obstruer ce vaisseau. Ici, une vue au MEB, donc avec la lumière du vaisseau qui commence à être obstruée par ces petites thylles. Et là, des coupes vues en microscopie optique. Ici, une coupe transversale de deux vaisseaux complètement bouchés par la thylose. Et ici, une coupe longitudinale où on voit vraiment ce bouchon très très important qu'est la thylose. Alors la thylose, c'est un phénomène qu'on observe que dans les très gros vaisseaux. Les espèces qui possèdent des vaisseaux moyens ou petits ne présentent jamais de thylose. Pour la petite histoire, la thylose a été pour la première fois découverte et nommée par une baronne viennoise, autrichienne, donc, Hermine von Reichenbach, en 1845. La publication était anonyme. Peut-être qu'elle était anonyme parce que c'était une femme et que à cette époque-là, les femmes en sciences n'étaient pas très bien vues. Peut-être également parce que c'était une baronne et que de la même façon, on ne faisait pas de science quand on était une baronne. En tout cas, les planches ont été montrées par Zimmermann. Les planches originales ont été montrées par Zimmermann dans une publication en 1979 qui raconte l'histoire. Et elles sont très belles et on voit qu'elle avait déjà bien compris ce phénomène, même avec des moyens d'observation beaucoup moins puissants qu'aujourd'hui.